Dragon Ball Daima vient de s'achever et le moins qu'on puisse dire c'est que la série a divisé. Un peu trop à mon goût d'ailleurs. D'un côté, les fans de longue date en France ont globalement craché dessus, les audiences au Japon ont globalement été désastreuses, mais d'un autre côté, les plus jeunes ayant commencé avec Dragon Ball Super ont kiffé la série, ainsi que les spectateurs américains qui se sont carrément Dragon Ballé le Shenron à chaque épisode, cette bande de cons. Pardon, je m'avance trop. J'aimerais juste commencer en disant que cette série est selon moi la pire suite à Dragon Ball jamais sortie. Non mais à côté, Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, ce sont des chefs-d'œuvre transcendantales, hein, et croyez-moi, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Pourtant, malgré que la série avait globalement dès son annonce beaucoup de détracteurs, certains, moi y compris, ont été emballés par les premiers épisodes, avant de se prendre une terrible désillusion. Mais pourquoi? Où est-ce que ça a foiré? C'est ce que nous allons voir avec une rétrospective complète de toute la série Dragon Ball Daima, pour au final essayer de répondre à cette question, que retenir de Dragon Ball Daima? Les origines du projet et le pseudo-renouveau. Dragon Ball Super en animé s'est achevé en 2018 avec un succès populaire et commercial exceptionnel, malgré beaucoup de retours négatifs. Les audiences étaient très bonnes, hein, surtout pour un animé fleuve de 130 épisodes, et le revenu en produits dérivés propulsèrent la série pendant plusieurs années carrément devant One Piece. La stratégie était bonne, tu fais plein de nouvelles transformations colorées pour plaire aux enfants, tu fais du fanservice pour surfer sur la nostalgie des plus vieux, et ensuite tu fais des cartes, figurines, DLC sur Xenoverse, etc. Le souci est que les revenus de Dragon Ball dépendaient surtout de la vente des produits dérivés, contrairement à One Piece qui dépendait surtout des ventes du manga. En effet, si Dragon Ball le manga original est devenu culte et a survécu aussi longtemps, c'est avant tout car de base le manga en lui-même était de qualité. L'univers, les chara design, le dessin, tout était riche et original, avec une histoire simple certes, mais universelle sur l'aventure, le courage, le dépassement de soi, bref, des valeurs, des morales qui parlent à tout le monde. Le ton était un parfait mélange d'humour, de légèreté, mais aussi de sérieux et de drama, avec en plus un animé qui, pour les standards de l'époque, était exceptionnel en termes d'animation, de musique et voilà, de voice acting, de tout. Dragon Ball a été une révolution et a changé l'image même du manga pour toujours, ainsi que l'image de la pop culture en général. Mais Dragon Ball Super était dépourvu de ses qualités, que ce soit en manga ou en animé d'ailleurs. Le succès phénoménal de cette série dépendait beaucoup du nom de Dragon Ball, de la marque, et de la culture de la hype sur internet que les mecs de la Toei Animation alimentaient avec du fanservice et de la grosse bagarre. On aurait pu penser alors que cette stratégie sur les produits dérivés, etc., ce serait une stratégie à court terme, car l'anime fini, la hype allait retomber, et la qualité de l'œuvre étant bancale, tout le monde aurait fini par retourner sa veste avec le temps et oublier la série. Ainsi, les ventes de produits dérivés par conséquent se seraient effondrées, et la Toei aurait été obligée de revoir sa stratégie commerciale en privilégiant la qualité pour marquer le spectateur et le lecteur sur le long terme. Mais on a oublié un facteur très important, les Américains. Salaud! Car en effet, la vision des Américains de Dragon Ball est bien différente de la nôtre, avec leur musique rock et les doubleurs qui gueulent comme des tarés H24. Leur DB a une allure beaucoup plus bourrine que salée en soi. Et ces idiots ont adoré Dragon Ball Super, oui je les respecte pas. La note IMDb est très favorable, et même les pires idées comme le Broly féminin ont été accueillies avec une surhype au pays des lance-roquettes. Et à partir de là, que les avis soient favorables ou non dans les autres pays, chez la Toei, ils s'en foutent. Même si la France est le deuxième pays consommateur de manga, les USA sont un marché potentiel bien plus immense et tout neuf, Dragon Ball étant paru là-bas en début d'année 2000. Donc ces 100 races de la Toei ont voulu cibler le marché des anti-mexicains avec un animé Dragon Ball Super full bagarre et full fanservice, un film Broly encore plus full bagarre et full fanservice, et un film super-héros en CGI dégueulasse pour correspondre au goût de Jean-Michael McDonald là, et ça a marché car le dernier film est celui qui a le mieux fonctionné sur le territoire américain. Donc, suivant cette stratégie, pour les 40 ans de Dragon Ball, beaucoup s'attendaient à ce qu'il fasse la partie 2 de l'anime Dragon Ball Super, avec l'adaptation de l'arc Moro et Granola. Putain, mais Granola, vous vous foutez de ma gueule, c'est quoi ça? D'où la surprise générale avec l'annonce de Dragon Ball Daima. Bon, la sensation de la surprise, c'est un peu comme un mec qui lâche la sauce un peu trop tôt sur ta gueule, mais bon, une surprise quand même. En effet, la direction prise était fortement inattendue, avec les persos qui redeviennent enfants, un style beaucoup plus rond, plus cartoon. D'après une interview récente de Akio Yoku, le producteur de Dragon Ball Daima, le projet était de faire un animé dans la lignée de Dragon Ball GT, pour en plaire à la fois aux enfants mais aussi à ceux qui ont connu Dragon Ball GT à l'époque, comme si tout le monde avait adoré Dragon Ball GT. Putain, mais il vit vraiment dans une autre dimension. Les premières réactions n'ont pas manqué de cibler les ressemblances entre les deux, et le retour était globalement négatif, même chez les Américains qui pourtant ont l'habitude de se branler sur tout ce que leur donne la Japanimation, cette bande de cons. Oui, je les déteste. Néanmoins, avec les mois et au fur et à mesure des bandes annonces, certaines promesses nous ont été faites. Un retour aux sources de Dragon Ball, bon ça c'était du mytho. Le retour d'animateurs légendaires comme Katsuyoshi Nakatsuru au Kira Design, une participation complète de Toriyama, ouais ma bite, et un nouveau visage pour Dragon Ball. Donc au fur et à mesure, la hype a grandi, et de plus un événement bouleversant est venu faire exploser l'intérêt pour la série. Malheureusement, la mort de Akira Toriyama. Après ça, beaucoup ont voulu donner une chance à la prétendue dernière œuvre du maître. Donc ainsi, la machine a été lancée et le premier épisode est sorti. Je l'ai moi-même regardé le jour J.
Bon, sur un site de streaming illégal, hein, faut pas déconner, mais voilà, quand même. En plus, j'étais content qu'on s'éloigne du côté un peu de l'esthétique un peu sous DBZ dégueulasse de Dragon Ball Super, qu'on prenne enfin une nouvelle tournure pour la licence. Voilà, ça me donnait de l'espoir, et même les retours étaient assez positifs au départ, malgré les faibles audiences au Japon, notamment dû au fait que c'était diffusé à 23h, ce qui est un choix complètement stupide. Mais bon, voilà, du coup, après 1000 heures d'intro, venons enfin au sujet principal, les premiers épisodes de Dragon Ball Daima, parlons-en, c'est parti. Les premiers épisodes de Dragon Ball Daima. L'histoire se déroule peu de temps après l'arc-bout, même si les persos semblent 10 ans plus jeunes à cause du nouveau style graphique, mais bon passons. La série débute avec un petit résumé et des plans suggérant la sombriété et la dangerosité du Makai. On découvre alors deux nouveaux personnages, Goma, successeur de Dabra au trône, et Degesu, sur qui j'ai pas grand chose à dire. Un peu de fanservice plus tard, ainsi que quelques éléments de lore, genre le fait que les oreilles pointues soient associées aux démons. Impressionnés et effrayés par la puissance des Z-Warriors, Goma et Degesu décident d'aller sur Terre, utiliser les Dragon Ball pour faire rajeunir les personnages et donc éviter une potentielle menace. Bon, déjà le gars se sent menacé par des personnes qui n'ont même pas connaissance qu'il existe. Mais on va pas s'arrêter à la première connerie parce que sinon on va pas s'en sortir. Enfin bref, juste après on fait la connaissance de Harinsu, une mystérieuse scientifique avec deux arguments explosifs qui convainc Goma d'utiliser les Dragon Ball de la Terre. On a bien l'impression qu'il a un plan derrière la tête. Et on apprend par la même occasion que c'est la sœur de Kaioshin et que Degesu lui-même est le frère de Kaioshin. Du coup ils font appel à Neva, un mystérieux Namek un peu gâteux, pour les aider à réactiver les Dragon Ball de la Terre, déjà utilisés pendant l'arc-bout. Neva est aussi le créateur des 3 Dragon Ball du Makai, sauf que Goma et Degesu ne peuvent pas les utiliser car elles sont protégées par 3 Tamagami, des puissants guerriers également créés par Neva. Donc ils arrivent sur Terre et pendant que nos héros font la fête et s'entraînent, les deux idiots réalisent leurs vœux et hop, tous nos protagonistes deviennent des proies de choix pour Norman. Bon, ce premier épisode est un peu lent et dans sa première partie c'est en majorité du fanservice, mais il instaure certaines choses, comme du mystère sur qui sera le vrai méchant, Goma et Degesu qui sont pourtant inoffensifs et qui franchement se comportent comme des gaulemons, faut le dire, ou alors ce sera Neva avec ses pouvoirs cheatés, en mode Arc Piccolo Daimao remake, ou alors la scientifique Harinsu avec ses 2 arguments maléfiques, putain de merde. Et ça nous pose aussi du lore avec les oreilles pointues, encore une fois, les Dragon Ball du Makai ou les Tamagami, l'Oculus terrien ou tertiaire, ça dépend des traductions, un œil magique qui rendrait n'importe qui invincible datant du règne du père de Dabra. Enfin voilà, enfin bref, ça amorce des choses quoi. L'animation est quali, l'humour est un peu lourd mais ça passe encore à ce moment-là. Et bon par contre les musiques sont vraiment éclatées. Mais on se dit que ça pourrait être plutôt sympa n'empêche. Même si à 29 minutes 19, il y a une chose qui me déplaît particulièrement. Le mot Eclipse est prononcé et pour moi ça c'est un red flag, voilà ça part sur un 0 sur 20 directement, je m'en bats les couilles. L'épisode 2 nous présente un opening franchement sympa, avec une bonne DA, une chanson sympathique, des plans stylés, en fait c'est peut-être le meilleur truc de l'anime de tout court, mais bon là je m'avance. On voit alors tous les personnages être devenus des enfants, avec notamment Goku et Vegeta qui semblent particulièrement nerfés. Oulala, j'espère vraiment que ça va être respecté et surtout cohérent. Et histoire de rajouter de l'enjeu, les méchants kidnappent Dende. Oulala, j'espère vraiment qu'ils vont vite le sauver. Après quelques blagues un peu puériles mais pas forcément mauvaises, je pense notamment à celle où Piccolo se casse la gueule comme un con. Oh no, Piccolo! Oulala, j'espère vraiment qu'il va pouvoir briller par la suite. Que de suspense! Nos héros, avec l'aide de Glorio qu'on avait déjà aperçu vite fait dans l'épisode 1, décident de partir pour le royaume des démons afin de sauver Dende et de récupérer les Dragon Ball pour retrouver leur taille normale. Goku se munit alors du bâton magique pour compenser la taille non conforme de son sexe et sera accompagné par Kaioshin qui a son frère mêlé à l'affaire et qui connaît bien le royaume des démons, il sera alors une aide précieuse, et aussi par Glorio qui a quand même ramené le vaisseau, voilà, faut pas déconner, et qui a des motivations à ce moment-là encore assez floues. Ils seront rejoints plus tard par Vegeta, Piccolo et Bulma avec un autre vaisseau qu'ils ont trouvé dans le trou du cul du monde, et hop, c'est parti pour l'aventure. Et donc franchement, pour les 2 premiers épisodes, j'ai pas grand chose à dire, ça commence pas trop mal en vrai. Oulala, j'espère vraiment que la suite sera à la hauteur des promesses. Pourquoi je prends cette voix? Épisode 3, on arrive alors dans le 3ème Makai. Oui, il y a 3 Makai, c'est un peu bizarre. On découvre que l'air est un peu lourd, limitant les déplacements de nos héros. Ils se promènent un peu, ils se battent contre des méchants random, puis ils vont à l'hôtel où ils se battent contre des démons racistes et avec de jets dans le sang accessoirement. Et on a une chorégraphie pas dégueu, avec Goku qui se bat en utilisant le mobilier, en faisant des cabrioles. Voilà, ça change des spamages qui n'ont aucun sens de Dragon Ball Super. On a un truc un peu plus martial, un retour aux sources. Bon, évidemment, il les défonce et les gars ont vachement le seum et du coup ils volent le vaisseau de nos héros. Oh non, un souci de vaisseau, oulala, j'espère vraiment que ça ne se reproduira pas. On arrive à l'épisode 4 où les héros se voient contraints donc de vagabonder un peu. Glorio semble confirmer que c'est un gars bien. Ils vont dans une vieille boutique où ils achètent des insectes magiques dont certains permettent de fusionner. Oulala, je pense que ce sera vraiment utile par la suite, sinon ça n'aurait aucun sens d'insister autant là-dessus. Ah putain, le foreshadowing, mais Oda est un génie.
Après quelques gags pas ouf, on arrive dans une ville où on voit que la gendarmerie, les soldats au service du roi, exploitent la population et leur enlèvent littéralement de l'espérance de vie s'ils n'ont pas de quoi les payer. On fait alors la découverte d'un nouveau personnage, Pansy, qui putain me gonfle déjà cette sale pute. Et avec Goku, ça repart finalement en grosse bagarre, comme à chaque fois tu me diras. Hein. Bon après on a l'épisode 5 pour le coup vraiment chiant, hein. C'est juste long et inutile. On fait un peu plus connaissance avec Pansy, voilà bah les couilles. Goku se bat contre des soldats du roi pour lui prouver sa valeur en échange d'un nouveau vaisseau. Voilà, un peu relou tout ça. Le seul truc entre guillemets utile qu'on apprend, c'est que Goku peut devenir Super Saiyan même sous sa forme enfant. Même si voilà, on s'en doutait un peu, hein, tu me diras. Mais globalement c'est un épisode assez vide, et ça c'est un souci que beaucoup pointaient du doigt déjà à ce moment là, c'est la lenteur. Il y a beaucoup de scènes pouvant être raccourcies, de moments de flottement où l'histoire n'avance pas, mais à l'époque on savait pas combien d'épisodes ferait la série, et on se disait que c'était que le début et que ça finirait par décoller. Spoiler, Psartek. Bon, au moins l'épisode 6 fait un peu plus avancer le schmilblick. On découvre que Glorio est de mèche avec Arinsu, on a un gag rigolo avec un ennemi imposant en fait tout pourri, un peu à la Oolong, et un combat Goku-Glorio qui malheureusement est oubliable et inutile. Bon par contre on a encore un problème de vaisseau. Oh là là, j'espère que ça va pas devenir une habitude. Ta gueule! Bon, en contrepartie malheureusement on commence aussi à tomber dans les blagues un peu pipi caca, avec Goku qui fait le con comme dans Dragon Ball Super, bordel. Bon l'épisode est mid sur 20 hein, voilà, mais ça passe encore. Par contre l'épisode 7 lui il est vraiment chiant, mais alors vraiment chiant, il se passe littéralement rien, c'est juste une transition de 20 minutes. Et je note qu'on commence à avoir de gros soucis au niveau des personnages, notamment avec Goku, oui encore une fois, qui devient vraiment lourd. C'est terrible hein, il est en train de nous faire une Dragon Ball Super cet enculé à régresser d'épisode en épisode. Il pense qu'à bouffer, à faire caca comme dit précédemment, il prend sa situation trop à la légère, et si lui il s'en fout de l'histoire et de ce qui se passe, pourquoi est-ce que moi en tant que spectateur je me sentirais investi? C'est complètement stupide. En plus il y a des incohérences mon gars. よく子供を育てられたよ。あんま育ててねえけどな。だろうね。 Hein? De quoi frérot? Attends mais t'as oublié tout le temps que t'as passé avec Gohan ou quoi? Attends mais c'est chelou, il a Alzheimer Goku, c'est Pierre Chabrier maintenant? Oui, j'ai déjà fait cette vanne. Non mais attends mais c'est grave, par contre il a vraiment oublié sa propre vie de famille ou comment ça se passe? M'aide pas, je vais à l'école. Ah bon? Allez bisous mon petit parmigiano au miel. Allez ciao, ciao. Papa? Mon fils? What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill, I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Ah et pendant ce temps il y a aussi Vegeta et les autres qui sont arrivés. Voilà. Oui. Non, on s'en tape. Néanmoins, faut aussi être honnête, l'épisode 8 est pour le coup lui vraiment cool. On a le premier combat pour une Dragon Ball contre l'un des Tamagami et la chorégraphie est très stylée, voilà, c'est très martial, il y a vraiment de l'idée dans les mouvements, l'animation et la mise en scène est très stylée aussi, et c'est même assez original avec le délire de la deuxième épreuve un peu rigolote là. Et à la fin on a Arinsu qui va voir une sorcière avec un morceau du corps de boue qu'il a récupéré précédemment pour, on imagine, faire des bails sombres. Voilà, bref, on se dit que ça y est, on est enfin passé aux choses sérieuses. Et Dende dans tout ça? Den. Oh merde! Bon, cet épisode marque une sorte de transition. Jusqu'ici, il y avait beaucoup de défauts, il s'est pas passé grand chose, certes, mais c'était regardable, hein, en mode chill, sans prise de tête. Par contre, à partir de l'épisode 9, ça part vraiment en couille, et je vous préviens, la suite de la vidéo, ça va vraiment être du sel poivré au sel. La descente aux enfers. Selon moi, Dragon Ball Daima est une honte. La pire des suites, pire que GT et Super réunis. Une insulte à tous les fans. Les 8 premiers épisodes étaient certes plein de défauts, mais c'était pas non plus insupportable. Et bien à partir de l'épisode 9, on sait pas pourquoi, mais on dirait que la Toei a volontairement essayé de prendre les pires décisions possibles et de saboter leur propre série. À partir de là, plus rien ne va, je vous jure, on croirait voir un troll. Vous me croyez pas, vous me demandez pourquoi.
Car à partir de là, tous les épisodes ressemblent à une parodie de Dragon Ball, à la vision qu'en ont tous les cons qui n'ont jamais lu le manga et qui le résument à baston, transformation, cri. C'est du Dragon Ball Heroes. Tout ce qui avait une chance d'être intéressant avec les premiers épisodes ne mène à rien. Et comme si ça suffisait pas, il y a 3000 incohérences. Épisode 9, nos héros retournent encore dans un hôtel et se font voler leur Dragon Ball par des Pokémon rebut de la 9G. Et Goku, qui je rappelle, est l'être le plus fort de l'univers, se bat contre eux. Non, c'est tout, y a pas de chute, c'est ça la chute, il se bat contre eux, rien ne vous choque. C'est Goku, bordel. Normalement, il devrait se TP, là, leur donner 2 savettes dans la minute, là, comme ça, là, et hop, en une fraction de seconde, finito. Et épisode 11, Vegeta se bat contre le deuxième Tamagami et il se fait attaquer par un poulpe, ouais, et tout le monde se met à paniquer, même Vegeta il galère pour lui échapper. Mais putain, mais on se fout de ma gueule ou quoi? Les scénaristes ont oublié que c'était les héros de Dragon Ball et ils ont écrit comme des random héros d'animé ou c'est moi là? Et c'est pas fini, c'est que le début. Épisode 12, Vegeta fait d'un coup péter le CJ3 au calme sans pression. Et l'explication c'est juste que il s'est entraîné lol. Je vous rappelle pour les 3 du fond que si Goku a réussi à avoir le SJ3 à la base, c'est parce qu'il s'est entraîné pendant 7 ans dans l'au-delà, avec un corps immatériel dépourvu des contraintes de son corps vivant, faisant qu'il se fatiguait beaucoup moins. On voit d'ailleurs dans son combat contre Kid Buu qu'une fois ressuscité, il n'arrive plus à tenir aussi bien le SJ3. C'est une transformation extrêmement énergivore. Et tu vas me faire croire que Vegeta a réussi à maîtriser cette transformation en max 1 mois d'entraînement? Sérieux? Daima se passe juste après la mort de Buu, donc Vegeta a eu le SJ3 en faisant genre 3 pompes avec un corps mortel. Et il arrive à le faire ressortir sous sa forme d'enfant, mais putain, mais absolument rien qui fait. Ouh, c'est lamentable. Mais attends, mais en plus ça veut dire que finalement, les persos ils sont quasiment pas nerfés du tout en fait en rétrécissant. Donc on m'explique pourquoi ils ont galéré contre des animaux, s'il vous plaît? Non. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, épisode 13. Ouais, le chiffre 13, d'habitude, il n'annonce rien de bon, Après une énième panne de vaisseau, nos héros se retrouvent à Little Garden, et se battent contre des hamsters et des chiens géants. Le pire, c'est qu'ils galèrent, ces fils de pute. Vegeta, le prince des Saiyans, tire des Kikoa sur des hamsters, et ça leur fait rien. MDR, putain, mais quand est-ce que vous allez respecter Vegeta, bordel? Rien ne va dans cet épisode, c'est non seulement complètement stupide, mais en plus c'est inutile. On croirait voir un filler canon. Enfin, Daima n'est pas canon, mais fais pas chier. Ensuite, épisode 15 avec une devinée. Panne de vaisseau, oui. Je commence à croire que ce vaisseau est le véritable antagoniste de la série. Ils atterrissent de justesse dans le premier Makai et se font bolosser par des soldats de la gendarmerie avec des pistolets laser. Oh là là, j'ai plus les mots, bordel. Oh putain. Le pire, c'est qu'ils se font sauver par l'armée du roi. Logiquement, tous moins forts que nos héros de base. Rien ne va. Putain, mais je vais tomber en dépression. Je vais me foutre en l'air, d'accord? Je vais me foutre en l'air, la Toei, ok? Et la séquence de combat est nulle à chier au passage. Bon, épisode 16, après des énièmes combats contre des randoms éclatés, nos héros se disent que ce serait quand même sympa de faire avancer l'histoire, et décident d'aller sauver Dende. Putain, mais oui, mais Dende, putain, j'avais complètement oublié. Encore. Bon, faut dire que tout le monde s'en bat tellement les couilles que ça nous était tous sorti de la tête, mais bon, pas grave. Allez Goku, maintenant, je suppose que tu vas juste te téléporter pour le rejoindre en une fraction de seconde, n'est-ce pas? Dosta? 近くにデンデの木を感じる。何？こっちだ。 Va te faire foutre. Regardez, en plus, Elislar, il te faut croire qu'il va se téléporter en lui faisant prendre la pause, mais que dalle. S'il faut aller une preuve de plus qu'ils font exprès des connards. Enfin bref, il retrouve Dende, mais il est pris en otage par Degesu qui est désarmé par un chapeau. Ça s'invente pas des trucs pareils. Et après ça, on n'entend plus parler de Degesu. C'est une fin de tournage. Putain de merde. Bon, en fait, après cet épisode, on n'entend plus rien du tout, en fait, globalement, parce que c'est que de la bagarre. Du coup, faisons un point sur le scénario, il y a certains éléments dont j'ai pas encore parlé. Tout d'abord, où nous a mené l'histoire. Nos héros ont affronté plein de randoms ainsi que des pannes de vaisseaux, ils se sont baladés, ont récupéré des Dragon Ball, ont sauvé Dende, et le tout en 16 putains d'épisodes. Bon sang, tout ça pour ça. Cette série est tellement vide, tout ce qui avait une chance d'être développé et de devenir intéressant dans les 8 premiers épisodes ne mène nulle part. Neva finalement, il rejoint les héros et c'est juste un vieux mec gâteux, servant à l'occasion de Deus Ex Machina, on y reviendra. Goma et Degesu sont même pas des personnages mais juste des blagues ambulantes, à limite pitié d'eux. Glorio n'a aucun développement, juste parfois on te met des petites scènes, là où on essaye de le rendre suspect, mais c'est complètement futile. L'œil de merde, on apprend que c'est un artefact que le père de Dabra avait utilisé pour devenir roi car celui-ci rend l'utilisateur invincible. Donc Dabra, pour le renverser, il a fait voler par un cafard, l'a perdu et Osef. Quoi ? Comment ça tu t'en branles de l'artefact le plus puissant de l'univers? Et Goma le retrouve après un concours de circonstances ridicules, le met et hop, ça te fait un méchant pas cher à acheter. Quelle honte.
Et pour finir, le plus gros foutage de gueule de la série, Arinsu. Oui, vous vous souvenez de l'épisode 8 là, quand elle était allée voir une sorcière avec l'ADN de Majin Buu, on s'attendait tous à un truc de fou. Eh bien, ça nous a donné Koedu. Littéralement 2 guignols qui servent juste à faire des blagues lourdes toutes les 2 secondes. MDR, t'imagines si l'un des deux bat le méchant final, ça serait complètement con, hein. Oh, enfin bref, allez, passons au final, qu'on en finisse. Du coup, épisode 17, il y a Goma qui débarque full boosté. Et bah écoute, bagarre, hein. Oui, bagarre, évidemment bagarre. Bagarre dans tous les sens, bagarre jusqu'à plus soif, bagarre jusqu'à ce que ton esprit demande pitié à tes yeux. Oui. Alors on essaye de créer de l'enjeu avec Goku qui demande à se battre ensemble avec Piccolo et les autres. Voilà, ceux qui ne ressemblent pas du tout à Goku, pour souligner la menace que représente Goma. Sauf que d'une, ce contre Goku ne se bat pas à fond, donc la logique est foireuse de base. Et de deux, Goma lui-même n'est pas crédible. Il n'a rien fait de méchant, ses motivations sont inexistantes et son design, mais sérieux, c'est juste le corps de Jiren avec une grosse tête de bouffon là. Sérieusement, mais vous auriez pu faire un effort, je sais pas. Lors de la transformation, vous auriez pu lui faire une tête un peu plus dure, un peu plus badass, j'en sais rien. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde quoi. Bon, néanmoins, le combat à plusieurs est plutôt stylé, il y a de l'impact. Il y a aussi Kueidu là qui rejoignent nos héros, mais oulala, on l'avait pas vu venir hein. Puis l'épisode se finit avec Goku qui perd les insectes servant à se régénérer et à fusionner, avec un plan qui insiste bien dessus là, suggérant que ça va servir plus tard dans l'histoire, DM, spoiler non. Puis Goku se transforme en SJ3, et pendant que tout le monde se dragon branle dessus, moi je vois déjà venir la catastrophe. Ce qui nous amène à l'épisode 18 qui, retenez-le bien, est le plus gros foutage de gueule de l'histoire de Dragon Ball depuis la Calais Broly féminin de merde. Donc après une bagarre remplie de gags infantilisants, Goku se fait défoncer en 2-2 et se retrouve en PLS. Et Neva, pour Dieu sait quelle raison, fait un sort à Goku, ce qui le transforme en SJ4 pour Dieu sait quelle raison. Putain, le bullshit total. Le SJ4 sort littéralement du gros cul sale de Goku. Il n'y avait aucun build-up pour cette transfo, c'est juste du pur fanservice, aussi gras que les cons d'américains qui sont branlés sur cette merde. Cette transformation est la pire de tout Dragon Ball. Et pour que vous compreniez bien pourquoi, il faut qu'on parle de pourquoi les précédentes transformations étaient réussies. Les transformations dans Dragon Ball. Le Super Saiyan est la transformation la plus iconique de l'histoire et a influencé tous les autres mangas shonen qui ont suivi, ainsi que la pop culture en général. Pourquoi est-elle si culte? Car elle a un sens. Goku est à l'origine un enfant avec des particularités étranges. Il a une queue de singe et il est extrêmement fort, plus que la plupart des humains alors que c'est juste un enfant. Quand il devient Ozaru, on se demande s'il est vraiment humain. Plus tard, avec l'arrivée de Raditz, on apprend que depuis le début, c'est un extraterrestre, un Saiyan. Vegeta, qui est le prince de cette race, nous parle de Super Saiyan dès le début, sans qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. Plus tard encore dans l'arc Namek, lorsque Goku arrive en étant plus fort que jamais, Vegeta se dit que ça pourrait bien être lui, le Super Saiyan de la légende. Ensuite c'est Ginyu qui, devant la force écrasante de Goku, se chie dessus, pensant être tombé face au légendaire Super Saiyan, qu'il décrit comme un guerrier féroce ne pensant qu'au combat, qui ne correspond pas à Goku pourtant, qui lui est pur et bon. Le Super Saiyan revient tout le temps, les personnages en parlent sans arrêt, on apprend même que c'est Freezer qui a détruit la planète Vegeta par peur justement de la légende du Super Saiyan. Le Super Saiyan est omniprésent. Face à Freezer, Vegeta le nargue en lui disant que Goku va le détruire car c'est lui le légendaire Super Saiyan. Et finalement, quand Goku est poussé au-delà de ses limites, après tant d'entraînement et tant d'efforts face à Freezer, et que ce dernier tue de sang-froid le meilleur ami de Goku et menace de s'en prendre à son fils, Goku, qui était la bonté incarnée, se laisse aller à la rage et devient le légendaire Super Saiyan, renverse la situation en dominant Freezer, ce qui en plus est ironique hein, car Freezer crée sans le vouloir ce qu'il redoutait le plus et s'en mord les doigts. C'est symbolique, utile, c'est mérité et ça a un sens. Pareil pour le Super Saiyan 2 de Gohan, Goku n'arrête pas de dire qu'il a confiance en lui pour vaincre Cell. Et face à ce dernier, Gohan qui avant n'aimait pas se battre, même face aux pires crapules de l'univers, voit ses amis se faire torturer et voit également la mort de C16. Il perd ainsi son innocence et dépasse le stade du Super Saiyan teasé depuis le début de l'arc, pour devenir tout le contraire de ce qu'il était avant, voulant faire durer le combat pour faire souffrir Cell le plus possible. C'est symbolique et en plus ça fait un parallèle avec le Gohan du futur. Voilà, mais c'est puissant quoi. Ouais, même le Super Saiyan 3 a du sens. Goku s'est entraîné 7 ans dans l'au-delà et le sort au calme sans que personne s'y attende, ce qui dénote des précédentes transformations et surprend le spectateur. Mais depuis Dragon Ball Super, il y a une surenchère de transformations sorties de nulle part. Le Super Saiyan divin, encore ça passe. Goku l'a grâce à un rituel et regrette en plus d'avoir employé cette méthode par la suite. Mais le Super Saiyan Blue, qui est quand même la transformation emblématique de Dragon Ball Super, celle qui est utilisée le plus souvent, sort du cul, les héros l'ont hors champ. Idem pour le Super Saiyan Ikari de Trunks, le CJ Rosé, le CJ Berserker de Mapbeat et le CJ Blue Evolution de Vegeta. Tout ça, ce sont des transformations qui sortent du fiac. Il n'y a que l'Ultra Instinct qui est censé, car étant le stade pour lequel Goku et Vegeta s'entraînent auprès de Whis depuis le début de la série. En plus, la manière de se battre change, privilégiant l'esquive et les coups bien placés.
Et même la couleur de cheveux, hein, le côté blanc et tout, ça colle avec l'idée de sagesse et de réflexe transcendantal. Donc ça passe. Le SSJ4 de Daima n'a aucun build-up. Goku n'a rien fait de particulier, il ne s'est pas dépassé, il ne s'est pas entraîné, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, ça sort du cul. Cette transformation n'existe exclusivement que pour vendre des figurines en surfant sur la nostalgie du SSJ4 original, sans en atteindre un quart de la splendeur. Le SSJ4 original était vraiment une bonne idée, hein, faisant renaître le lien entre le Saiyan et ses origines bestiales, incarné par le processus de transformation où le Saiyan en Golden Ozaru réussit à maîtriser cette forme pour devenir la combinaison parfaite entre les deux. La mise en scène aussi est magnifique, avec la psyché de Goku. On le voit faire une introspection sur lui-même, repenser à sa planète natale, qu'il se doit de protéger ainsi qu'à ses proches, puis sans effet particulier ou cri incessant, hein, juste avec une musique magnifique et émotionnelle, on le voit devenir Super Saiyan 4. Contrairement à Daima, qui te balance juste de la CGI et des flammes à la gueule, avec des cris incessants par-dessus. Vraiment, la transformation de Daima n'a aucune âme, c'est une insulte au Super Saiyan 4 original, et ça me fume que Akio Yoku, le producteur, voulait s'inspirer de Dragon Ball GT, mais sans ne pas avoir compris le peu de choses qui avaient été appréciées dans cette série. La raison de ce désastre est aussi peut-être due à la scénariste Yuko Kakara, qui avant ça n'avait jamais travaillé sur du Dragon Ball. Le choix de la placer à un rôle aussi important est donc illogique de base, certes, mais bon, d'un autre côté, elle aurait pu faire l'effort de lire le manga original et de regarder la série dont il s'inspire, hein, avant d'écrire cette merde là, donc c'est une conne elle aussi. À moins qu'elle n'avait aucune liberté et se contenter de répondre aux demandes du producteur, mais bon, dans tous les cas, Akio Yoku, voilà, t'es un immense enculé frérot. Je suis même pas proche du frérot, juste, voilà, nique ta mère. Enfin bref, allez, passons à la fin là, j'en ai vraiment marre. La fin insultante est le massacre des personnages. Bon du coup Goku même en SSJ4 se fait laver, cet ensaut n'a vraiment servi à rien jusqu'au bout. Du coup Arinsu décide de mettre son plan à exécution avec Glorio, et ils invoquent le dragon du macaque qui est juste un Ponga rouge, bon on n'est plus à ça près. Elle demande à Glorio de prononcer le vœu car il parle Namek, l'ayant appris sous sa demande. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas appris elle-même? Je sais pas, bon bref. Est-ce que Glorio va trahir la D-Team en réalisant le vœu d'Arinsu? Oulala, le suspense, non pas du tout. Après plusieurs scènes de merde, blablabla. Glorio fait finalement le vœu que les héros redeviennent adultes étant tombés sous le charme de la grosse queue poilue de Goku. Mais ils ont beau être japonais, bah Glorio s'est dit que se taper un enfant, bah c'est pas bien. Donc voilà. Du coup on a un moment d'émotion où Glorio rejoint finalement le côté bon parce que la skip était tiraillée, parce que Arinsu l'aurait sauvé du 3ème Makai, ce qui sur le papier hein, pourrait être une histoire intéressante, mais vu qu'on n'a jamais vu le passé de Glorio, bah on s'en balèque. Il y a aussi Goku qui prononce enfin correctement le nom de Glorio, hein, parce qu'il reconnaît sa valeur, tout ça. Oui, Goku avant n'arrêtait pas de se tromper, ouais c'est con et pas drôle. Vegeta se tape contre Goma en SSJ3, et pendant ce temps on découvre que le point faible de Goma c'est son coup, et qu'il faut y frapper 3 fois pour le vaincre. Mais putain mais c'est un boss de jeu vidéo, c'est quoi ce bordel? Et d'ailleurs, comment est-ce que t'expliques que des personnages allant bien au-delà de la vitesse de la lumière galèrent autant pour juste lui mettre 3 pauvres coups dans la nuque? Je comprends pas. Des explications du professeur Muller. En termes scientifiques, on appelle ça une grosse Putain. Des explications du professeur Muller. Genre Goku il pourrait juste se téléporter derrière lui et hop en une fraction de seconde bah, c'est terminé quoi. À la place de ça ils font tout un plan avec Piccolo là qui se cache pendant que Goku le distrait. Non mais vraiment ça a aucun sens putain. Bon au moins on a une blague marrante avec Vegeta qui préfère les gros pieds de Bulma à la baston. Mais bon c'est juste la cerise sur le gros tas de merde. Goku prend sa place alors et fait péter le Super Saiyan 4 tout seul, voilà, on n'est plus à ça près, hein, ça a de moins en moins de sens. Et enfin, merci Jésus, Allah et Bob l'éponge, nous sommes arrivés au dernier épisode, putain. Et quelle déception. Non, je m'attendais à rien, quelle merde. La première partie de l'épisode, c'est que de la baston, il n'y a pas un seul dialogue. Et la gueule de la baston, mais c'est nul. C'est juste des enchaînements de patates et de Kikoa. Il n'y a aucune idée, aucune chorégraphie. C'est limite du Dokkan Battle, mais c'est vraiment de la merde, putain. Bon, il y a juste le Kamehameha final de Goku qui est plutôt stylé, ce qui permet de retarder un minimum Goma, même si celui-ci peut se régénérer à l'infini. Du coup, Piccolo en profite pour l'attaquer à la nuque, et là tu te dis peut-être, ouais, mais Piccolo c'était le personnage préféré de Toriyama, du coup, pour l'hommage, voilà, c'est Piccolo qui va vaincre l'ennemi final, pour le symbole, tout ça. Mais fuck Toriyama, voilà ce qui se passe en réalité. Ah putain, qui ça étonne, je suis choqué. Et pourquoi ce fils de pute met sa vie pour donner 3 pauvres coups? Même son daron de 300 piges là, il était plus rapide. Bon, du coup, bah évidemment, c'est la merde. Et Majin Q sort du cul et achève Goma avec un livre.
Hop là. Bon alors déjà, oh le plagiat Zelda CDI quoi. Et puis bravo, vous avez réussi à faire une blague carambar de 20 épisodes. Ce final est un immense doigt d'honneur à tous les fans de Dragon Ball. Nos héros, dans cette série qui est censée célébrer les 40 ans de Dragon Ball, ne servent à rien. Ils n'invoquent pas les Dragon Ball eux-mêmes, ne battent pas l'ennemi et le ralentissent à peine. Tout ce bordel avec le Super Saiyan 4, inutile. Les insectes là, sur lesquels on a bien insisté, servant à fusionner s'ils ont un Végéto ou un Gogeta, inutile. C'est du foutage de gueule, c'est limite de l'art, c'est incroyable. Du coup, Goma perd son œil, Glorio l'écrase, tout est bien qui finit bien pour tout le monde, hein, blague de merde interminable, Goku nous confirme que ce scénar n'a aucun sens, et fin. Enfin. Putain, allez, bon, bah allez, c'est fin de la vidéo, c'est... Qu'est-ce que... Oh non. Non, il y a une scène post-crédit. Il y a une scène post-crédit. Il y a une scène post-crédit. ああ、魔のサードアイっていう第三の目だよ。おでこにつけるととんでもない力を発揮するらしいんだけどね。一つ売れただけさ。買うんだったらさらに安くしとくよ。Attends. Tu peux littéralement acheter l'artefact le plus dangereux qui soit en allant au Super U de Mamie Jojo? Ouais, bon, laisse tomber, hein, c'est une blague digne d'un film français. Allez, passons. Bon, avant de passer à la conclusion, j'aimerais qu'on revienne sur les défenseurs de Daima et sur leurs arguments les plus frauduleux qu'ils adorent pourtant ressortir à chaque occasion. Critiquer c'est une chose, mais apporter des solutions c'en est une autre. Donc voici quelques idées pour améliorer le scénario de Daima en partant du même speech de base. Tu enlèves tout d'abord tous les moments de flottement longs et inutiles où il se passe rien. Déjà ce sera un gros plus pour le rythme. Ensuite, tu redonnes à Goku sa personnalité normale pour qu'il soit agréable à suivre, pour qu'on puisse s'identifier à lui. Tu retires Goma de l'équation et tu mets directement Arinsu en tant que méchant. Non seulement ce sera original, mais en plus ça permettra de créer une dualité avec Kaioshin. Ou alors si tu tiens tant à garder Goma, tu le rends plus menaçant. Genre tu changes son design une fois qu'il est transformé. Voilà, moi-même j'ai dessiné un exemple pour vous montrer. Et tu le fais faire quelque chose de vraiment impactant, de vraiment méchant. Genre par exemple tu le fais tuer Glorio après que celui-ci ait fait son vœu pour se venger, tu vois. Et pour ce dernier, si tu veux rendre son tiraillement entre le bien et le mal intéressant, il suffit de faire un flashback où tu montres son dur passé et où il est sauvé par Arinsu. Et voilà, tu gagnes plus 1000 en empathie pour lui. Pour en revenir au final de la série, si tu veux faire un max de fanservice sans niquer complètement la cohérence, tu nous fais un Végéto SJ3. En plus il y a les Potala, il y a les insectes pour fusionner, il y a tout. De toute façon, Vegeta maîtrise déjà le SJ3, ce qui est déjà certes aberrant, mais pas autant qu'un SJ4 sorti du cul. Donc voilà, vous les faites fusionner. Et évidemment, tu le fais achever le méchant dans un vrai combat épique, sans délire des 3 coups sur la nuque ou quoi. Ça, c'est vraiment débile. Et tu fais pas intervenir Majinku, hein, s'il te plaît, par pitié. En fait, tu supprimes même Majinku et Dou, et voilà. On ne perd rien. Si tu veux. Et petit bonus, respectez un minimum Piccolo s'il vous plaît. Et voilà, rien que tout ça là, tous ces changements, c'est un plus 1000 pour Dragon Ball Daima, c'est déjà infiniment mieux. Enfin je trouve en tout cas. Ou alors tu fais une histoire complètement différente, tu repars de zéro, je sais pas. Par exemple, tu ne fais pas rajeunir les personnages, mais plutôt c'est le Makai qui envahit la Terre et nos héros se battent contre eux, puis ensuite ils se rendent dans le Makai pour se confronter à leur chef, un peu en mode plan d'extermination des Saiyans ++. Voilà, il y a plein d'histoires à creuser. Tu fais un arc Dragon Ballesque épique, voilà, tu fais de l'infiltration, tu fais un arc un peu à la Namek et tout. Enfin bref, il y a plein de choses à faire dans le monde des démons. Mais vous le faites pas, à la place de ça, vous faites une longue série gaguesque où Goku fait caca, où le méchant est battu par un clown avec un livre. Voilà, vous ne respectez pas. Vous faites n'importe quoi, j'ai l'impression que vous le faites même exprès. Parce que si même un connard comme moi voit les incohérences et réussit à proposer des alternatives de scénario, un minimum, sans prétention ou quoi, hein, un minimum meilleur que ça, c'est que vraiment il y a un problème. Les arguments des défenseurs de Daima. J'en ai fait l'expérience moi-même, dès que tu critiques Daima, t'as une armée de PNJ qui viennent te casser les couilles avec les mêmes arguments foireux. Tout d'abord le classique, ouais mais l'histoire dans Dragon Ball on s'en fout, hein, faut poser son cerveau et kiffer l'animation. Alors, l'animation peut être en 8K 120 FPS avec des explosions de partout. S'il n'y a aucun fond, aucune histoire, je ne peux pas m'impliquer dans une scène d'action, aussi bien animée qu'elle soit, d'accord? Ce sera juste une belle démo technique sans impact. DBZ d'animation est bien plus rigide, mais l'histoire, les enjeux, les musiques font qu'on est à fond dedans. Si de la CGI dégueulasse et des flashs de lumière suffisent à vous plaire et à vous faire jouir là, tant mieux pour vous, mais moi j'ai un minimum de standard contrairement à vous.
Donc, vos gueules. Bien ensuite, le pseudo-argument du « Ouais, mais c'est qu'un bonus, on s'en fout des incohérences ». Alors déjà, c'est plutôt un malus hein, à ce stade. De 2, c'est pas parce que ce serait un bonus qu'il faut accepter qu'il soit nul à chier. De 3, c'est pas un bonus. Si c'était juste un bonus random, il n'y aurait pas un tel budget sur l'animation et une telle com sur les 40 ans du manga, l'implication de Toriyama, etc. Et je parle même pas des cons là qui te sortent « Ouais, mais pourquoi tu critiques, c'est gratuit, t'as rien perdu ». Alors, déjà, si, j'ai perdu quelque chose de bien plus important, mon temps et mon amour inconditionnel de Dragon Ball. Et puis, ferme ta gueule et la chatte de Daron, si elle était gratuite, je pourrais pas me plaindre de son odeur de pisse non plus. Putain que vous êtes stupide, arrêtez d'essayer d'argumenter, vous n'avez pas la capacité cérébrale pour un tel exercice. Bon, entre guillemets, argument suivant. Les notes IMDb et Crunchyroll sont excellentes, donc ta gueule, c'est juste toi qui rage. Alors déjà, le succès populaire ne signifie pas forcément qualité. Il y a qu'à voir Dragon Ball Super, Demon Slayer, One Punch Man, Pokémon, Fortnite, etc. Il y a des milliers d'exemples. De 2, IMDb c'est un site américain et les Américains, comme je vous l'ai dit plus tôt, bah ce sont des cons, voilà, et c'est objectif parce que c'est moi qui l'ai dit. Puis n'oubliez pas que sur internet, et surtout pour les animés, il y a une immense culture de l'hype. Les dernières sorties, tant que l'animation est bonne, ce sont tout le temps celles qui sont les plus surnotées. Et ce, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'encore plus hypant qui sort juste après. Regardez SNK, à un moment c'était un phénomène social, puis quand ça s'est terminé et que Demon Slayer est arrivé, bah tout le monde s'en foutait. Et c'est exactement la même chose pour Demon Slayer, hein, voilà, maintenant que le manga est fini, Demon Slayer, tout le monde s'en branle. Oshinoko, ça a percé de fou pendant un moment à cause de son opening, et maintenant tout le monde s'en branle d'une violence. Pour l'instant, l'animé le mieux noté, c'est Free Ren, et je vous garantis que ça va pas durer longtemps. Hein. Bref, on s'en fout des notes. Pour finir, l'argument du « c'est la dernière œuvre de Toriyama, faut la respecter, alors voilà, on critique pas, Alors, respecter Toriyama, ok, d'accord, mais si sa dernière œuvre c'est de la merde, par quelle autorité divine n'aurait-on pas le droit de la critiquer? On n'est même pas sûr de sa réelle implication là-dedans. C'est pas la première fois qu'on nous douille avec ça, hein. À mon avis, il a juste pris le chèque et voilà, hein. Ou alors il était vraiment finito, car pour avoir rien compris à son propre manga à son point là et nous chier un télétron, faut vraiment avoir des soucis. Mais j'en doute, je pense vraiment que juste ils s'en foutaient et d'une part je lui en veux et de l'autre je me dis qu'il s'est bien fait emmerder tout au long de sa vie à cause de Dragon Ball. Là voilà, je pense qu'il devait être épuisé à la fin, du coup je lui en veux pas. Voilà, franchement, RIP in peace. Mais bref, dans tout le cas, c'est pas un argument comme le fameux « Ouais, mais c'est les goûts et les couleurs, t'as pas à critiquer ». Alors, les goûts et les couleurs, je veux bien entendre, hein, mais c'est pas un argument d'autorité pour annuler toute critique, d'accord? Arrêtez de sortir des énormités pour justifier et légitimer que vous ayez apprécié Daima. Si vous avez kiffé Daima, ok, tant mieux pour vous, je suis pas là pour détruire tout le plaisir que vous avez ressenti en regardant ça, mais arrêtez d'essayer de faire passer la série pour quelque chose de mieux qu'est-ce qu'elle est. Assumez que vous avez aimé de la merde, et voilà, c'est tout, c'est pas grave. Moi aussi j'ai des plaisirs coupables, mais j'essaye pas d'imposer ma vision aux autres, et je les insulte pas quand ils critiquent mes plaisirs coupables. Critiquer une œuvre, même une œuvre qu'on apprécie, c'est sain, d'accord? Ça permet de mieux comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas dans la fiction, et pourquoi ainsi que comment c'est fait. En plus, en étant laxiste, en acceptant tout et n'importe quoi, les dirigeants vont continuer à se foutre de notre gueule et il n'y aura aucun progrès. Ce qui nous amène à la conclusion. Allez, c'est parti. Que retenir de Dragon Ball Daima? Dragon Ball Daima a achevé de confirmer que les mecs derrière la licence ne sont que des commerçants et non plus des artistes. Daima est un produit formaté et sans âme, fait pour plaire au plus grand nombre, aseptisé et vidé de toute substance pour être le plus passe-partout possible. Daima nous a prouvé que succès n'est pas synonyme de qualité. Daima nous a prouvé qu'une bonne animation ne suffit pas quand tout le reste est mauvais. Ce n'est qu'un emballage brillant recouvrant une boîte vide. Daima est une merde. Daima est insultant. Daima n'est pas du Dragon Ball. C'en est au mieux une caricature. C'est littéralement devenu du Dragon Ball Heroes. Et on accepte tout. Parce que c'est du Dragon Ball. Parce que la licence procure une nostalgie bien trop forte chez les fans. Dragon Ball est en train de prendre la même tournure que Pokémon. Les productions sont de plus en plus mauvaises, mais l'attachement à la marque est tellement puissant qu'il y a toujours des gens pour regarder, pour acheter et pour défendre le produit. Ce qui fait que les personnes derrière ne sont jamais poussées à se remettre en question et à faire mieux. Les fans hardcore sont des cancers pour leur propre licence. Mais je suppose qu'ils s'en foutent. Sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ça c'est triste. Espérons qu'il y ait un réveil et du changement à l'avenir. Que retenir de Dragon Ball Daima? Que Dragon Ball, c'est seulement les 42 tomes du manga d'origine. Et c'est tout. Du moins, vaut mieux essayer de s'en persuader. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai mis toute ma vie, putain de merde. Là je suis physiquement et mentalement un peu à bout. Déjà que j'ai dû regarder tout Dragon Ball Daima en entier une seconde fois pour faire cette vidéo de merde. Si vous avez trouvé ça trop long, bah vous avez qu'à pas cliquer, bande de cons. Voilà, pour les autres, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entière, etc., etc. Vous connaissez les bails.
bonne vie à vous. Voilà, vive la passion, parce que sans la passion, on ne peut pas vivre. J'adore faire des phrases bateau comme ça à la fin de mes vidéos. Psartech, allez, ciao. Action. Mais est-ce que le plan il est bien au moins? Je pense, non? Bah, déjà il y a ce gros truc. Il est plus là. On l'a réglé. Fils de pute, sois concentré. T'es mon fils, salope. Et je suis clair. Mais pourquoi tu veux me baiser aussi? Forcément, on dirait un film de cul. C'est sûr, si tu veux me baiser à chaque plan. Hein. Oh là là. Mon père m'a violé. Attends, ça là. Cliquez, bande de salopes, cliquez, laissez les commentaires, cliquez, bande de salopes, clique, salope, clique, cliquez.